La révolution de l'IA, elle est superficielle. C'est un levier sur les capacités humaines. Exactement, alors que la révolution blockchain, c'est une révolution profonde. En Europe, on est en retard sur l'adoption des crypto-paiements par rapport au reste du monde. Il y a 5%, c'est encore de la fraude et du financement de terrorisme et de transactions illicites. En revanche, en Bitcoin et en crypto, c'est zéro. La privacy, ce n'est plus du tout la composante fondamentale de créer un euro numérique. Michel Kazaka, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. C'est un plaisir de te revoir parce qu'à chaque fois on part loin, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Bonjour Richard et merci donc à toi et à Grand Angle Crypto de m'accueillir encore une fois pour s'amuser ensemble. Il y a un sujet sur lequel on peut attaquer qui est assez sympa, c'est le rapport entre l'intelligence artificielle et la blockchain, sachant que l'intelligence artificielle, moi j'ai placé ça dans les technologies d'effectivité. Il y a 3 types de technologies. Tu as les technologies d'efficacité. Plus j'ai d'énergie à mettre en œuvre et plus je suis riche. Je passe du blé au bois au charbon au pétrole au nucléaire et voilà. Plus on brasse et mieux c'est. Il y a les technologies d'efficience qui sont des technologies organisationnelles comme la monnaie. C'est-à-dire qu'à même quantité d'énergie que je peux mettre en œuvre, je peux créer plus de richesse. Donc typiquement quand j'ai que le blé pour nourrir les animaux et du foin pour les animaux et du blé pour les humains, si j'ai pas la monnaie, bah, j'ai des royaumes locaux un peu pétés, mais ça marche. Et si j'invente la monnaie, bah, j'ai Rome. Parce que là, du coup, je peux coopérer, donc mon efficience, elle explose. Et puis, il y a une 3e technologie dans laquelle on est dans le champ de l'intelligence artificielle, c'est l'effectivité. Et là, c'est la capacité à trouver de nouveaux usages et quelque part créer des nouveaux sens à la vie. Par exemple, moi, si on me téléporte au XIIe siècle, en termes d'activité, une fois que tu t'es occupé de ta femme, de ta ferme, de faire plaisir de payer tes impôts, quoi, de faire plaisir à ton roi et puis de jouer aux quilles, voilà, c'est un peu relou, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec pas Internet, beaucoup de temps, tu vas être très occupé aussi, mais bon. On va être très occupé, mais le panel de choix d'activités possibles est vachement réduit comparé à si j'ai un avion, Internet, pour aller faire du ski, pour jouer dans les métavers, pour faire je sais pas quoi. Et on sent bien que la palette d'activités est plus large. Et ben, l'élargissement de cette palette, c'est l'effectivité. Et en fait, l'intelligence artificielle est en train de faire exploser notre potentiel. C'est-à-dire que tout le monde se dit comment je peux faire des choses nouvelles avec l'IA. Et du coup, on s'en parle ce matin et tu dis mais tu sais que dans la blockchain, ça le fait aussi. Alors, il y a une grande différence orthogonale entre les deux, mais ils se complètent. Donc oui, déjà, merci de commencer avec ce sujet, parce que c'est un sujet que là où on y va aujourd'hui, tout le monde parle forcément de ChatGPT, GPT-4, de l'IA. Est-ce qu'un jour elle va avoir une conscience en plus ou pas? Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que nos jobs vont être perturbé, est-ce que je vais perdre mon emploi ou pas? Donc, tu as commencé à exposer le sujet d'une façon presque philosophique. Je vais continuer sur ta lancée. Cool. La question, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est de la vraie intelligence? Est-ce que le mot artificiel, il faudrait qu'on l'enlève un jour et dire c'est de l'intelligence qu'on a créée? La réponse directe, c'est non. C'est plutôt de la complétion automatique crédible. Pour donner des vraies explications. Genre, prenons d'abord GPT-4, par exemple, ou ChatGPT, si vous voulez bien, et comprenons comment il fait son intelligence, comment vous percevez avec vos sens son intelligence à lui. Il faut surtout comprendre que lui, il ne comprend rien à ce que vous lui écrivez. Rien du tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Continuons déjà sur ce premier fait. Il comprend rien à ce que vous lui écrivez. Il transforme vos prompts, ce qu'on appelle la requête là. Il prend chaque 3 caractères environ, il les transforme en un numéro, et la liste des numéros qu'il sortent, il la projette dans un espace, dans une grande matrice. Alors là, c'est, sans rappeler le film Matrix, c'est une vraie matrice de données, d'entraînement sur laquelle lui il s'est entraîné. Et là où ces données vont toucher d'autres données dans sa projection, il va dire tiens, je vais aller chercher les données autour, les numéros autour. Il retransforme ces mêmes numéros en texte et presque par magie, c'est la bonne réponse. Alors comment on arrive à ça? Si on peut si on enlève les maths, c'est un peu comme de dire vous prenez un machin complètement con, mais qui a la faculté de retenir tout ce qu'il entend et de se dire tiens, c'est marrant, quand on me dit quelle est la couleur du cheval blanc, eh ben
naturellement, il sait qu'avec cette phrase-là, la suite logique, parce que par habitude, c'est Henri IV. Voilà, il sait pas, et du coup, c'est par association. Pour lui. Voilà. Lui, il ne fait pas de l'algorithme par moteur de règles. C'est pas un système expert. Enfin, je parle aux informaticiens, aux ingénieurs. C'est pas un système expert au sens classique, mais c'est un système expert. Ni plus ni moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un algorithme préprogrammé qui donne intuitivement la réponse. Intuitivement ne veut pas dire qu'il va aller contrôler. Ah là, il m'a demandé d'écrire un poème sur l'histoire de la France. C'est les proximités, simplement. Non. Il sait que quand on lui donne ça, il dit que la connotation autour de ça, c'est ça. Et du coup, il le ressort. Et donc, comment il s'est entraîné? Là, les gens peuvent penser, c'est de la magie. Il est intelligent. Il est vraiment intelligent. En fait, non. C'est une très, très grande base de données. Alors, les informaticiens vont me dire non, c'est pas une base de données. Alors c'est vrai, c'est un entraînement sur une très grande base de données, c'est tout ce qui existe sur Internet, plus des encyclopédies, plus des livres numérisés, donc sur lequel il y a eu une intelligence humaine pour programmer un algorithme qui sait apprendre toutes ces données et préparer l'intuitivité, préparer le fait que lorsqu'il va projeter votre requête, elle va aller toucher les bonnes cibles et elle va ramener les bonnes réponses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lui, il a compris rien du tout ou quoi que ce soit de ce que vous alliez demander de faire. C'est pas plus intelligent qu'un élastique ou qu'un grille-pain, mais il fait des opérations et ça produit un résultat. Donc c'est la suite d'une calculatrice. Voilà, à la rigueur. Lorsqu'on a inventé la calculatrice, il y avait des mathématiciens, des comptables, des profs de maths qui ont dit nous allons perdre notre emploi. Et historiquement, c'est ce qui s'est passé. Et il y en a quelques-uns qui les ont perdus. Il y en a quelques-uns qui faisaient tellement d'erreurs que oui, on pouvait vraiment les remplacer par des calculettes. D'autres, ils ont dit c'est génial, mais je vais l'utiliser pour faire 1000 fois plus vite ce que je suis en train de faire. Donc, comme tu l'as dit, c'est une efficience multipliée par un facteur exponentiel. C'est pas x2, x3, c'est vraiment exponentiel. Oui, il y aura des impacts sur les emplois, mais ça sera des transformations d'emplois. Alors, moi, je veux aller sur la partie conscience. Parce que ce que l'IA est en train de faire, ce n'est pas de la conscience. L'IA est en train d'utiliser un outil. C'est en gros le cerveau, notre intellect. C'est la façon de réfléchir. C'est comme un couteau suisse, qu'on utilise pour couper les choses, pour les diviser en plus petits morceaux, pour les comprendre, pour mieux les comprendre. Bon, pourquoi on fait de la dissection? C'est pour voir, comprendre, manipuler. Et c'est exactement ce que l'intellect fait. Là, on a fait la plus forte machine intellectuelle, entre guillemets, possible. Mais c'est pas pour autant qu'elle a une identité pour soi, c'est pas pour autant qu'elle a une conscience. Donc actuellement, tout ce que l'informatique peut faire, c'est améliorer tout ce qui est intellect chez nous. Et c'est bien, c'est même excellent. En revanche, pourquoi c'est superficiel? C'est pas profond comme révolution. C'est une révolution qui vient automatiser beaucoup de choses qu'on fait. Et tant mieux, on veut industrialiser. On en avait parlé, tu parlais de les fermes, hein, il fallait les travailler à la main, on a fait des machines, on peut scaler. C'est très bien, on va faire pareil avec notre intellect. Tout ce qu'on est en train de réfléchir d'une façon qu'on peut transformer en algorithme, on va pouvoir être assisté par des ordinateurs. Mais c'est radical, parce que ça veut dire que si, dans l'absolu, je dispose d'un outil parfait dans ce style-là, il me suffit d'imaginer un blockbuster américain avec des grosses explosions, machin, le truc qui aurait coûté 50 millions de dollars, et je peux le faire en une après-midi à la maison, si j'ai la super IA qui me permet de projeter mes désirs, quoi. C'est des gains de productivité énormes. Immense. En revanche, elle est très incomplète et très imparfaite. Et elle ne crée rien de nouveau. Alors, le mot « créer rien de nouveau », il faut le définir. Parce qu'il y a un champ du possible que les humains ont exploré, et il y a un champ du possible que les humains n'ont pas encore eu le temps d'explorer. Là, l'intelligence artificielle va nous aider à le faire. Elle va accélérer la conquête de ce champ du possible qu'on n'a pas encore eu la chance de faire. Je vais donner des exemples dans le monde des jeux d'échecs. J'en ai pas parlé, je pense, la dernière fois de ça, mais je t'avais évoqué le sujet avant. Pour ceux qui connaissent bien les jeux d'échecs, Garry Kasparov avait gagné le championnat du monde pendant la plus longue durée possible, jusqu'à ce que IBM introduise Deep Blue, qui a commencé à gagner contre les grands maîtres internationaux, sauf Garry Kasparov. Garry Kasparov a réussi à battre la machine. Et là, on a dit, il a sauvé quoi? L'honneur de notre intellect. En fait, simplement... Ça n'a pas duré longtemps. IBM avait calculé que Garry Kasparov, il était unique. Il pouvait calculer, je sais pas de mémoire, par exemple, 10 coups à l'avance. Et que Deep Blue calculait 9, par exemple. 9, ça surpassait tous les autres grands maîtres nationaux, sauf Garry. Et donc, ils ont calculé 11 et ils ont battu Garry. Et depuis, c'est fini pour l'humain de gagner en jeu d'échecs. Alors, pourquoi? Ça ne veut pas dire que la machine est plus intelligente. Ça veut dire que la machine, elle a fait des calculs que toi, tu pouvais faire, mais ça te prenait plus de temps.
Donc si tu laisses Gary sur chaque coup calculer 10 minutes de plus, peut-être qu'il pourra vraiment battre Deep Blue ou Deeper Blue. Mais jusqu'à ce qu'on a introduit Stockfish, qui a battu Deeper Blue, jusqu'à ce qu'on a introduit AlphaZero, AlphaGo après, mais d'abord AlphaZero, qui a fait de l'intelligence artificielle, un modèle d'entraînement, la machine jouait avec on a changé de modèle quand même, entre Deep Blue et AlphaGo. C'est plus la même technologie pour la. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Stockfish, qui actuellement peut faire 28 coups à l'avance, 30 coups à l'avance, c'est carrément une partie. Si moi et toi on joue, à mon avis, en 30 coups, ce sera fini. J'ai pas dit pour qui. Donc en général, Stockfish peut calculer quasiment toute la partie pour un humain d'avance. Mais avec AlphaZero, non, parce que ça peut aller jusqu'à 100 coups. Donc les 50, ça ne suffit plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA, elle est partie chercher dans le domaine du possible des coups que toi, dans ta tête, tu n'avais pas le moyen de le faire intellectuellement dans un temps imparti. Elle n'a rien inventé de neuf. C'était déjà possible ce coup avant. Sauf que toi, tu avais du temps à le trouver. Et c'est ce que exactement fait ChatGPT. ChatGPT, tu vas lui dire, écris-moi un poème, rédige-moi un code source, un programme qui fait 1, 2, 3, 4. Ça ne veut pas dire qu'elle va le créer ou l'inventer. Simplement, elle s'est entraînée sur tous les modèles du développement, sur tous les modèles de rédaction de poèmes, sur tous les modèles de rédaction de contes, d'histoire, et elle sait comment on structure une histoire. Donc elle va appliquer le pattern, parce qu'elle a identifié ce pattern. Le pattern, en français, je te laisserai le mot le retrouver, j'ai oublié le schéma. Donc simplement, comme elle s'est entraînée pour trouver le schéma c'est l'intuition. Une fois que tu sais comment on construit une voiture en Lego, tu me donnes n'importe quelle brique de Lego, même si c'est pas exactement de la même taille, je pourrais faire une voiture avec, si j'ai les 4 roues, etc. Donc c'est ce que ChatGPT fait, il n'y a aucune création réelle. En revanche, il y a une reconstitution du possible, et le possible est tellement large que c'est utile pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec la blockchain du coup? Alors, c'est là où on peut comparer ça avec la révolution blockchain. Donc la révolution de l'IA, elle est superficielle. Elle prend un domaine très très large. Alors même si c'est superficiel, c'est tellement large que c'est le domaine du possible, de ce que nous avons déjà fait en tant qu'humanité. C'est un levier sur les capacités humaines. Exactement, alors que la révolution blockchain, c'est une révolution profonde, qui n'est pas large du tout. Par exemple, on prend le silo de la monnaie, c'est très très profond. C'est profond dans l'histoire, c'est profond dans la société, c'est profond dans le temps, c'est profond dans les poches. Donc c'est une révolution profonde de notre système. Si on prend les couches d'une banque centrale, des banques centrales, d'une banque centrale, des banques, des institutions financières, des commerçants, c'est très profond dans la société. Et blockchain, elle vient changer tout ce socle. Donc l'IA d'un côté vient automatiser superficiellement ce que l'humanité fait déjà, sans la changer. Elle ne fait pas de la réflexion pour changer la structure des choses. Elle vient automatiser le bout de la chaîne, alors que la révolution blockchain fait une refonte de ce que nous avons déjà construit. C'est comme l'infrastructure qui bouge en bas. Et donc l'IA, elle ne pourra que suivre après. Elle apprendra de ce changement. Et ce changement ne vient pas de l'IA, il vient de certaines personnes alors intelligentes ou qui ont été poussées à créer ces inventions-là, comme la blockchain. Donc voilà, la blockchain est une révolution très profonde qui doit être adoptée pour être largement adoptée, alors que la révolution de l'IA, elle est actuellement très superficielle, mais elle n'est pas assez profonde. Et qu'est-ce qui se passe quand les deux se rencontrent? Il faut absolument faire rencontrer les deux, c'est même très souhaitable. Moi, actuellement, je les fais rencontrer en utilisant forcément l'IA pour faire des recherches sur certains... Alors, typiquement, chez Value Chain, j'utilise ChatGPT de façon professionnelle, avec mon compte professionnel, avec des appels API, pour analyser certaines études, pour m'aider, pour m'assister à... Il y a tellement de quantité d'informations sur Internet dans notre secteur, que ce soit les paiements, la sécurité ou la blockchain, que c'est impossible à un humain et même à une petite équipe de faire cette veille-là. Et donc, on peut automatiser une grande partie de cette veille grâce à GPT. Et c'est une veille sur le domaine blockchain. Donc, dans ce cas-là, c'est une première rencontre. Deuxième rencontre, c'est dans le développement. Alors, moi, j'enseigne aussi, mais même dans l'enseignement, on a utilisé ChatGPT avec des élèves, dans des exercices, dans des workshops, pour accélérer les workshops, pour développer, que ce soit des smart contracts, que ce soit des interfaces pour travailler sur de la blockchain ou faire de la recherche sur la blockchain. On peut utiliser la partie blockchain pour le big data. Alors ça, c'est pas l'IA, c'est la base de l'IA. Comme on le sait bien, les données dans big data ne sont pas de bonne qualité en général. C'est du raw data, c'est des données brutes qu'on jette dans un puits de données et qu'on brasse après pour sortir des algorithmes, pour entraîner des modèles. Et si on veut garantir
La qualité de ces données et la traçabilité, il est facile, et ça on l'a déjà démontré avec un grand client français bancaire, d'installer une blockchain à l'entrée d'un data lake, simplement, alors désolé pour les gens si c'est un peu technique, mais pour filtrer la qualité des données et assurer la traçabilité de cette donnée qui va servir après pour entraîner des modèles, qui après on ne pourra pas toujours comprendre pourquoi il prend cette décision, parce qu'il utilise une très grande quantité de données. Donc voilà des façons de faire rencontrer les deux, hein. Il y en a plein d'autres. Et on avait un autre sujet qu'on voulait aborder justement, c'était sur l'adoption des cryptos. Où est-ce que tu en es là-dessus? Alors moi j'ai donné une conférence à PayTech Day avec France Payment Forum récemment, dans laquelle j'ai fait l'état de l'adoption des crypto-paiements en Europe et dans le monde. Je vous invite à regarder vraiment cette très courte conférence. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, sinon il y a tout le texte de mon speech. Mais pour résumer quelques points saillants et donner un peu comment ça a avancé depuis, en Europe, on est en retard sur l'adoption des crypto-paiements par rapport au reste du monde. Le reste du monde étant relativement plus large que l'Europe et même plus imposant aujourd'hui. Une pénétration dans l'usage qui est beaucoup plus forte au Nigeria, en Turquie, etc. Donc l'Afrique par exemple, et même aux États-Unis, hein, même dans l'Amérique, les Amériques, on est en retard. On est en retard pour des raisons. Les médias donnent toujours une moins bonne image des cryptos. On parle toujours, dès que vous touchez aujourd'hui au sujet crypto, les gens vont vous sortir encore l'argument. Vous êtes un terroriste. Mais je ne veux pas financer le terrorisme. Voilà. Donc, pour rappel, ValueChain accompagne les entreprises françaises, j'accompagne moi-même les entreprises françaises PSAN, pour ne pas les nommer explicitement, à assurer un contrôle interne avec d'autres cabinets spécialisés là-dessus. Je ne suis pas le seul à le faire, mais donc à vérifier les mesures de contrôle contre lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et tout ce qui est sécurité à l'intérieur. Conforme à la loi. Conformité. Et bon, heureusement, je ne suis pas le seul à le dire, il y a des études internationales là-dessus, que l'état de la fraude et des transactions illicites en crypto, elle est beaucoup, beaucoup plus petite par rapport aux transactions fiat. Mais bon, ça, on le répète, c'est toujours bien de le répéter et donner nos nouveaux chiffres. Donc, on était par exemple sur du 0,015%, ça ne veut rien dire aux gens, 0%, pour faire simple, 0%, voilà, voilà, de transactions illicites. C'est pas en montant, mais en nombre de transactions. En revanche, on est à 4% à 5% sur les transactions en euros. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entités régulées qui sont censées faire la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme n'arrivent pas à atteindre une réussite supérieure à 95%, 96%. Il y a 5%, c'est encore de la fraude et du financement de terrorisme et de transactions illicites en euros. En revanche, en Bitcoin et en crypto, c'est zéro. C'est 99, voilà. 99, vous êtes à 5% et l'autre, vous êtes à 1 pour 1000. Quoi. Donc, à un moment, cet argument, il sert absolument à rien. Il faut que les gens arrivent à comprendre que les transactions crypto sont les plus propres dans le sens conforme du terme. Propre, ça peut être inutile. Propre, ça peut être du scam aussi. Mais là, on parle aussi des scams. On a pris en compte les scams. D'accord. C'est pas que le blanchiment. C'est les transactions illicites dans lesquelles il y a eu des vols de l'argent, on vole de la valeur des gens. Alors, en revanche, les études disent que ça a augmenté. Les transactions illicites ont augmenté l'année dernière. C'est le fameux rapport de Chainalysis qui sort chaque année. Et si on regarde en revanche dans le détail, est-ce que ça a vraiment augmenté? En fait, non. Tout a baissé. Tout a baissé. Toutes les transactions illicites, financement du terrorisme, blanchiment, ça a baissé. Il y a une chose qui a augmenté. Les transactions embargo. C'est lorsqu'on a dit que, par exemple, la Russie et tous les Russes ne devaient plus être comptés. Il y a eu un certain temps pour que ce soit mis en place. Pour que ce soit exécuté et du coup... et donc, à la fin de l'année, on a dit que toutes ces transactions, c'est des transactions illicites, alors qu'elles ne l'étaient pas tout le temps dans l'année, par exemple. On a dit, tout ça, c'est illicite. Et on l'a bien pris en compte et ça fait augmenter à 0,019, par exemple, ou 0,02. Donc en fait, là où on était à 1,5 pour 1000 de transactions frauduleuses et 50 pour 1000 de transactions frauduleuses sur l'euro et le dollar, quoi, parce que c'est à peu près les mêmes chiffres, on est passé de 1,5 à 1,9 en gros, donc même ça au final c'est un delta, c'est dépouillable. Quoi. Donc cet argument il est mort-né en fait depuis le début, que c'est sale les cryptos, au contraire c'est les plus propres aujourd'hui sur le marché. Bon. C'est très facile de se rigoler avec de la crypto quoi. Ensuite... Et sur les montants, est-ce que ça joue si tu fais le rapport entre les transactions et le montant? De toute façon, tout ce qui se passe en crypto, c'est infinitésimal par rapport à ce qui se passe en dollars. Donc c'est même inférieur à 0,01. En volume global. En volume. En volume, ça n'existe pas. d'adoption, quoi.
Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toute la conformité qu'on met en place et qui freine le secteur, mais de folie, c'est le bazooka pour tuer la mouche, quoi. Je ne peux pas dire ça. Je suis pas autorisé à dire ça de cette manière-là. Tout ce que je peux dire, c'est que le résultat, c'est ça. Ouais. On l'a mis en place. On a dit que c'est une chaussure à taille unique pour tout le monde de la réglementation. Tout le monde doit chausser cette taille-là. Le résultat, c'est pas lié à la réglementation. Mais ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que ces résultats-là de 0,015%, ce n'est pas dû à la réglementation française PSAN, ni à ICO, ni à MiCA qui n'existe pas encore. C'est dû au fait que ces transactions sont des transactions traçables. Donc, en gros, c'est dû au fait qu'on se fait plus facilement attraper par la police. Exactement. Bah, c'est le travail des policiers, quoi. D'ailleurs, je pense que vous l'avez rappelé, Daesh, je ne sais pas qui, pas Daesh. C'est le Hamas. On n'a pas de contrat avec Daesh. Non, moi, je ne peux pas me permettre de me tromper en plus avec ça. Le Hamas en Palestine, il a dit je ne prends plus des paiements en Bitcoin. Ah, c'est trop chiant. Voilà. Ça et lui, pas. il est classé en Europe comme une donc les terroristes n'en veulent plus, quoi. Mais tu sais que la réglementation en Europe, ça me fait penser à quelque chose sur laquelle on travaille avec Didier sur les espaces de croissance. Et en réalité, tu as la croissance ricardienne et la croissance schumpeterienne. Donc en fait, Ricardo, c'est pas compliqué. On est dans un espace géographique où on communique les uns avec les autres. Par exemple en Asie, ils se rendent compte que le Laos, le Vietnam, la Chine, tout ça, on commence à faire des routes. Donc on peut faire passer des marchandises. Et au final, la croissance ricardienne, c'est de dire on va embaucher des fonctionnaires, des énarques, des ingénieurs pont et chaussée qui vont faire de la planification au niveau de l'État pour augmenter la facilité de transport de biens et de services. Et du coup, ça crée vraiment de la richesse. C'est les 30 Glorieuses en France, typiquement, c'était ça en fait. Les grands programmes nucléaires, autoroutes, etc. Le problème de ça, et du coup la réglementation. La réglementation est un grand facteur de développement économique quand on est dans un rattrapage. Mais le problème, c'est quand on arrive dans un état, dans un espace où on est au top par rapport aux autres, on est bon, il n'y a plus rien à copier. Quand ChatGPT, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas. Il y a pas de modèle déjà d'un gars qui est au-dessus et qui vous dit il faut tant de ChatGPT pour 1000 habitants dans les écoles ou j'en sais rien. Donc, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la croissance ricardienne, elle se fossilise avec l'excès de normes. C'est-à-dire qu'une norme, quand on en mettait une, elle produisait 10 de richesse. Et puis, au fur et à mesure qu'on a complexifié, qu'on a optimisé, à la fin, une norme, elle en produit plus que 0,5, 0,4. Et par contre, la contrepartie de ça, non seulement ça produit de moins en moins, mais en plus, ça fossilise le système et ça empêche la croissance schumpeterienne. Et Schumpeter, lui, c'est pas du tout le fonctionnaire qui vient rationaliser les espaces. C'est une espèce d'entrepreneur délinquant qui vient avec une masse dans le magasin de porcelaine et qui casse tout en disant « Moi, tout ça, de toute façon, c'est de la saloperie, ça marche pas, on va tout recommencer », comme avec les taxis. Il voit le modèle des taxis, il dit c'est fossilisé, moi je vais faire une app là, et à Schumpeter, il fait son application à beurre, et il dit maintenant vous me virez toutes ces bêtises, et on va s'organiser complètement différemment. Et Schumpeter, c'est le chaos, et Ricardo, c'est l'ordre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en Europe, on est complètement sur une croissance ricardienne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a fait des chocs à pic jusque dans les années 70-80. Mais aujourd'hui... Et aujourd'hui, on vient écrabouiller, en fait, empêcher l'arrivée de l'innovation. Et ça devient contre-productif. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans les espaces en Europe. C'est que sur Twitter, j'avais une discussion avec Stéphane Vogetta, qui est le député qui a mis en avant la loi sur les influenceurs, je sais pas quoi là. Et en fait, au bout d'un moment, c'est l'incarnation de Ricardo en 2023, cet homme-là, où il dit on va supprimer l'usage pour empêcher le crime. C'est-à-dire, pour éviter d'embaucher des policiers et d'appliquer les lois qui sont déjà existantes sur le vol, l'escroquerie, le charlatanisme, enfin tous ces trucs-là qui sont bien décrits par les 10 500 lois et les 120 000 décrets d'application qu'on a en France, au lieu d'embaucher des policiers pour faire respecter ça et des juges, on va faire des lois qui empêchent l'usage. Comme ça, on espère que ça fera diminuer le crime. Mais du coup, on vient massacrer Schumpeter par la même occasion. Oui, éliminer l'homme, on élimine le problème, c'est clair. Il y a même la théorie qui parle du 1 milliard d'or sur Terre. À un moment, si les humains sont trop mauvais sur la planète Terre, cette réflexion va mener un jour à dire...
peut-être baisser le nombre d'humains, je sais pas. Non, plus sérieusement. J'allais peut-être pas là jusque-là, mais en tout cas, quand l'activité privée et spontané gêne le fonctionnaire Non, moi je suis très mal à l'aise avec l'idée de dire qu'il faut juste interdire ça et puis ça règle le problème. Mais en fait, ça veut dire qu'on est plus efficace avec la police et puis qu'on part dans un délire, quoi. Ça règle en rien du tout le problème des scams. Je sais pas si cette loi va arrêter les scams. Je sais pas si la conformité a réussi à arrêter un blanchiment d'argent ou à arrêter beaucoup de blanchiment d'argent. Il y en a encore. Donc, les lois ne suffisent pas à régler ça. Et donc, pour répondre à ta question, entre la partie ordre d'un côté et la partie chaos de l'autre, il y a cette dualité. Et cette dualité, elle est très, très, très ancienne. Et les traces anciennes que nous avons écrites, tu vas te étonner, ça revient à moins 500, moins 600, moins 800 avant Jésus-Christ. Ça va. C'est ancien. Plus ancien que ça, c'est difficile d'aller les lire. Là, c'était vraiment dans ces termes, et c'était même codifié. Il y a Parménide, en Italie, Parménides, un philosophe, et Héraclite, de l'autre côté en Grèce, en même temps. Et en même temps, dans les mêmes années, il y avait côté de l'Inde, vers moins 500, moins 600, pareil, d'autres philosophes, gourous, qui parlaient exactement ça. Qui parlaient de quoi? Qui parlaient, est-ce qu'il y a une dualité ou non? Est-ce qu'il faut avoir du bien et du mal? Est-ce qu'il faut avoir de l'ordre et du chaos? Est-ce que l'univers, il est fixe ou c'est un métavers? La question, le mot méta a été inventé par Parménide dans les années moins 500 avant Jésus-Christ. Donc, ce que tu es en train de dire là, en théorie économique, existait philosophiquement dès le début. Alors, pour Parménide, c'était une unicité, il n'y a rien qui bouge dans le monde. Tout est fixe, tout est illusion. Donc, tout ce qu'on est en train de voir autour de nous, c'est une illusion. En réalité, la seule réalité qui existe, c'est qu'on va tous après fondre dans une unité globale mondiale. C'était une religion même qui a écrit, hein. Lui et Pythagore aussi, même avant lui. Oui, c'est une secte. C'était une croyance. La philosophie devenait une croyance, créer une secte. Et bon, t'avais Héraclite de l'autre côté qui lui dit non, tout est mouvement dans la nature, tout est chaos, tout est chaos, tout naît du chaos. Et donc, ils ont fait le plus grand débat entre philosophes de l'histoire, qui date de moins 500 à peu près, avant Jésus-Christ. On n'a plus le jour sur ce sujet. Voilà. Donc, tu vois, le sujet, il n'est pas neuf. Voilà. Désolé pour la parenthèse un peu historique, mais elle est fondamentale parce qu'elle se repose dans le métavers aujourd'hui. Parce qu'ils ont parlé du métavers à l'époque. Que nous vivons dans la relation. Bon. Allez, pour remettre un peu les pièces sur l'échiquier, là, historiquement parlant, Parménide qui a dit, de toute façon, nos sens ne valent rien. Elles sont trompeuses, elles sont pas précises. Tout ce qu'on voit, c'est d'illusion. C'est une arnaque. Et donc, la vérité, elle est au-delà. Et il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a rien qui bouge dans le monde, tout est fixe. Pour lui, il n'y a rien qui est créé en fait dans le monde. C'est soit il est, et ce qui n'est pas ne peut pas être. C'est dans ce sens-là. Et Héraclite lui dit, je sais pas ce que tu as fumé de l'autre côté, mais j'ai rien compris. Tout bouge dans le monde, c'est le chaos qui crée. C'est le chaos qui crée. Et donc ils ont fait deux philosophies, l'opposition l'une de l'autre, et qui a mené à Platon, Socrate, après, qui ont étudié ces philosophies, qui sont devenus les philosophes qu'on a connus, et qui ont créé un peu le hellénisme et la logique que nous avons. Heureusement qu'il y a eu une logique après. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une dualité dans le monde. Pour Parménide, je pense, moi, qu'il a perdu, même s'il y a encore des gens qui le suivent jusqu'aujourd'hui, Parménide, il a perdu. Tout n'est pas fixe dans l'univers, tout n'est pas déjà préétabli, on ne vit pas vraiment dans un multivers, c'est le sens de ce qu'il dit. La dualité existe, ça veut dire qu'on a besoin à la fois de l'ordre, à la fois des règles et à la fois du chaos. D'un système. Et ils se complètent. D'un système, en fait. Parce que techniquement, exactement, quand plus rien ne bouge, a priori, c'est que t'es mort. Et si tout bouge tout le temps, il n'y a rien. C'est trop chaotique. C'est trop chaotique, donc, exactement. Il faut un système, il faut des cycles, des points d'équilibre autour, des cycles autour d'un point d'équilibre. Même regarde, c'est quoi un crédit? Un crédit, c'est je m'endette de moi-même, de mon avenir. Je prends de l'argent de Michel dans 10 ans ou dans 25 ans. Pour le ramener. Là. Je le dépense aujourd'hui pour faire quelque chose dans la vie. En revanche, d'ici 15, 25 ans, je vais quand même dépenser moins. Michel va dépenser moins de son avenir. C'est-à-dire, je veux pas dire je vais voler de Michel de demain, c'est à peu près ça. C'est je vais prendre de l'argent de Michel de demain. Donc c'est créer un cycle. J'ai créé cette dualité. J'ai emprunté de mon avenir. Et d'ailleurs, plus t'es vieux, moins tu peux emprunter parce qu'on se dit que Michel a un peu moins d'avenir. Michel a 80 ans, à 80 ans, l'avenir... vite fait. Pas certain, moins certain. C'est là où Charles Gave parle de la certitude de l'avenir. Ouais. Exactement. Donc en gros, oui, cette dualité, elle existe depuis le début, et on a besoin des deux, et il faut forcément calibrer. Alors c'est comme des poumons qui respirent, parfois c'est le droite qui respire plus, parfois c'est le gauche. Et donc l'équilibre de ça, on le cherche pas à la main. Il y a pas une règle qui dit, moi je vais maintenant respirer que par le poumon gauche, maintenant c'est que le poumon droite qui va respirer. Il faut faire respirer les deux. Il faut laisser la place au chaos, il faut laisser la place à l'innovation, il faut laisser la place à la
faut pas appeler ça la destruction. C'est le trial and error. C'est le je joue et je découvre. C'est je teste et j'apprends. Il faut laisser la place à ça. Et de l'autre côté, il faut garantir avec quelques règles un minimum de équité. La règle, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? À protéger le faible, à créer une équité, que tout le monde ait les mêmes chances de réussir. Et puis une tendance de long terme un peu stable, quoi. Tu vois, tout le monde ne va pas... Les déviants, c'est sympa, mais il ne faut pas non plus que ce soit tout le monde, parce que sinon... Donc dire qu'on va appliquer exactement les mêmes règles, encore une fois, à la crypto-monnaie, que toutes les règles qu'on a appliquées sur la monnaie, ça n'a juste aucun sens. Aucun. Et pourquoi? Parce que quand Christine Lagarde dit même industrie, même règle, en gros, je ne sais plus comment elle l'a dit, mais c'est ça. C'est pas que elle, tous les gouverneurs, c'est le premier qui l'a dit, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui l'a dit, même risque, même règle. Donc c'est de la monnaie. Donc à la rigueur, ils avouent que c'est la monnaie, en revanche, c'est pas la leur, donc du coup, il faut... Et du coup, elle est vachement moins bien. Là, ça ouvre le sujet de la monnaie numérique de banque centrale, que je suis en train de suivre aussi de très près. Donc actuellement, il y a eu un 3e rapport qui est sorti de la BCE sur l'état d'avancement sur l'euro numérique, comme tu le sais bien. Et les conclusions sont que rien n'est encore décidé. Fabio Panetta avait expliqué que, en fait, la roadmap est la suivante. L'automne, il y aura une décision. Cet automne 2023, en octobre 2023, il y aura une décision si on continue ou non avec l'euro numérique. Mais parce que tu as vu, elle s'est fait piéger, Christine Lagarde, avec des je sais pas quoi, russes, je sais pas si ce sont journalistes, comiques ou j'en sais rien, mais qui ont réussi à se faire passer pour Zelensky, c'est ça? Oui. Et qui lui ont tiré les verres du nez, puis elle est... Ouais, non, bien, CBDC, tranquille, jusqu'à 50 €, parce qu'on a vu quand même que le crime, il y en a pas mal à 50 €, donc on va les gratter. Enfin, dans sa tête, tel qu'elle le disait, c'était clair. Moi, le fait de l'avoir piégé, ça m'intéresse peu. Alors, oui, en tout cas, on a eu le fond de sa pensée, et le fond de sa pensée, c'est que les CBDC, on va y avoir droit dans pas longtemps, quoi. Ah, mais c'est pas un secret. C'est pas un secret de polichinelle. Au contraire. Alors, quand je dis nous à France Payment Forum, moi, j'anime un groupe de travail à France Payment Forum, qui est une association des acteurs de l'industrie de paiement. Et moi, j'anime un groupe de travail qui s'appelle Crypto Paiement. Et nous avons publié un position paper. On est pour un euro numérique. Alors, ça ne veut pas dire que je suis pas un bitcoiner ou un bitcoiner maximaliste, hein. Ça veut dire simplement que dans la théorie de jeu, les agents économiques, dont la BCE, a absolument besoin de cette arme. À un moment, tu peux pas jouer en échec et interdire à l'autre à jouer avec sa reine, quoi. Oui, si la technologie Bitcoin c'est une pièce maîtresse qu'il doit avoir sur l'échiquier. Est disponible dans le camp d'en face, toi, pour ta monnaie fiat, tu as besoin de faire un upgrade de ta monnaie. C'est vital. Bah oui. Alors, à moins que ça soit le projet des enfin, je caricature. À moins que ça soit le projet de tous ceux qui aiment la blockchain de tuer toutes les monnaies sur la planète Terre. C'est une utopie. Personnellement, je pense que c'est débile. Non, mais voilà, c'est une utopie. Moi, je pense que c'est une dystopie. En pire, voilà. Ah, je suis d'accord. Parce que si tu fais ça, tu renvoies l'humanité à ses problèmes avec la monnaie or, qui est que quand tu as une crise économique monstrueuse, tu n'as aucun mécanisme d'ajustement sociaux qui permettent d'amortir la crise. Exact. Et typiquement, dans cette pièce, il n'y a pas d'or, voilà. Et ben, comment on fait pour s'entendre? Si on peut pas avoir de l'or ou du bitcoin ou ce qu'on veut, eh ben, on se fait des bouts de papier, et puis on se dit, bah allez, je t'en dois un, tu m'en dois deux, tac, 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 et on s'en sort. Donc, interdire ce mécanisme de la monnaie dette... Ou le remplacer complètement, ou l'abolir, ça n'a pas de sens actuellement. Bah, ça n'a pas de sens. Ça craint, en fait. J'en veux pas, moi, de ce monde-là. Donc, je veux ma monnaie fiat. Donc, notre position, c'est vraiment d'encourager. On n'est pas obligé de la mettre que dans les mains de l'État. Ça pourrait être des monnaies spontanées, comme des monnaies locales. Ça, c'est autre chose. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire interdire à la BCE ou lutter contre un euro numérique. Ça n'a aucun sens. Les gens qui disent... alors, il y en a beaucoup. Je vais nommer quelques-uns comme ça avec grand angle. Hein. Il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui parlent d'une façon ouverte, qui sont contre le projet d'euro numérique, c'est méchant, c'est contre notre privacy, ça va, il faut absolument l'interdire. Ça n'a pas de sens. Pour ne pas nommer par exemple en Angleterre, allez, Coin Bureau qui insiste sur le sujet et d'autres. Ils ont raison d'alerter sur des problématiques de privacy. De dérive. Et de dérive, absolument. Et même si en France, et même sur Grand Angle Crypto, j'ai d'autres confrères qui se mettent à cette place-là et qui parlent de cette même chose. Et je suis d'accord avec ce qu'ils disent en plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un euro numérique. C'est vital pour la BCE. Donc, à moins qu'on dise, on ne veut pas de l'Europe, et de toute façon, on ne veut pas du franc non plus, et on ne veut pas de la Banque Centrale Française non plus. Oui, dans ce cas-là, oui, il faut dire qu'on n'a pas besoin. En fait, dire je ne veux pas d'un euro numérique, de façon générale et sans penser aux dérives des euros numériques, ça veut dire je ne veux pas d'un système obligataire.
au final, quand tu renonces à la monnaie fiat, tu renonces au système obligataire. Et ce qu'il faut voir, c'est que le système obligataire, ça consiste à contrôler la circulating supply, donc l'offre circulante de monnaie. Et ça, c'est vachement important, ce qu'on peut pas faire avec l'or, ou très difficilement, parce que quand on en a plus en réserve, on en a plus. Mais avec une monnaie fiat, on peut régler la quantité de monnaie qui est en circulation, et ça, le but, c'est d'ajuster le taux d'intérêt servi par le marché au rendement de l'économie. Et ça, c'est Wixel. Et si vous faites ça, vous maximisez le taux d'emploi et vous limitez justement les excès en bulle, comme en récession d'ailleurs, quand c'est bien fait. Je dis pas que c'est le cas et je dis pas que c'est ce que les gars font. Mais se priver de ce levier, c'est vraiment... Ce serait une erreur. C'est comme de dire, en fait, la peste et le choléra, franchement les gars, c'est quand même pas si mal pour réguler la population. Exactement. Les préservatifs et la pilule, bon, c'est un peu surfait, c'est une invention humaine, c'est contrôlé par le gouvernement. En vrai, la peste et le choléra, ça fait le taf. Faut assumer. Bon. Moi, je suis pas fan. Donc, on est d'accord. Au moins, on est d'accord sur le fait que c'est utile et que c'est même, moi, je dis indispensable pour la BCE, pour l'écosystème bancaire européen, d'avoir cette arme nucléaire pour lui. On sait bien que la monnaie est un acte de pouvoir. La monnaie, on dit qu'elle est un pouvoir régalien, de toute façon. Il y a l'armée, la monnaie, la justice, à la rigueur, qui font un État ou une structure de gouvernement. Donc, en gros, je dirais même, c'est l'apogée, la monnaie, entre les trois. Donc, si la BCE veut se doter d'un euro numérique, il faut absolument l'encourager, et en revanche, l'encadrer. Et s'assurer que cet euro numérique, il sera vraiment utile. C'est là où, par contre, on commence à dire, par contre, encadrer, la démocratie en Europe, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. D'ailleurs, je sais plus, il y a eu des analyses. Il faut le faire. C'est dans un canard anglais, je crois, où qui disait, si on regarde la gouvernature de Macron, là, on n'est quand même pas fifou en termes de liberté et tout. Je sais plus qu'il disait que c'est plus proche d'un Orban. On a l'occasion de le faire encore. C'est plus proche d'un Orban que d'un... Bon, je ne veux pas rentrer dans cette comparaison, mais pour l'euro... Le sujet, c'est si tu donnes ce pouvoir-là à la BCE... Comment on s'en sort pour ce pouvoir n'est pas à la BCE. Ce pouvoir, il réside encore à la Commission européenne, au Parlement européen. Alors, ça ne veut pas dire que c'est idéal. Ce n'est probablement pas idéal, je le sais bien, mais ce n'est pas à la BCE. C'est-à-dire qu'il y a une négociation qui va devoir se faire entre comment encadrer l'émission de l'euro numérique. Et donc, cette décision va être prise après octobre. Donc, on est sur un chemin critique de l'euro numérique aujourd'hui. On sait actuellement comment il est pensé. Bon, ce que je peux dire, c'est que la privacy, il ne faut pas utiliser la caricature, on peut l'oublier, mais presque. La privacy, ce n'est plus du tout la composante fondamentale de créer un euro numérique, alors que c'était la composante fondamentale du sondage. Refais-la doucement. Voilà. La BCE en 2020 a fait un sondage. Qu'est-ce que vous voulez en premier comme attribut de cet objet dans la tête des gens? Et la tête de l'économie, parce que c'est des banques qui ont répondu, des institutionnels qui ont répondu et les gens. Donc les gens ont dit, tout le monde a dit, la majorité, je veux de la privacy. Et après, tu fais ce que tu veux avec l'euro numérique. Sécurisé. Donc c'est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental pour les Européens. Donc pour la BCE aujourd'hui, elle dit... Bon, c'était fondamental pour vous, pas fondamental pour moi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle a consulté, mais elle n'a pas appliqué le résultat de la consultation. Actuellement, c'est un vrai problème, ça. C'est un problème. Effectivement, c'est un problème. Ils auraient pu, et c'était faisable techniquement, d'assurer une anonymité relative. Pardon. Oublions l'anonymité. Privacy. Une confidentialité. Une confidentialité. On veut que ces transactions... Les rideaux aux fenêtres, on va soient confidentielles. Voilà. Et donc, actuellement, cette confidentialité, elle sera moins que relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la Banque centrale... J'aime beaucoup cette expression. Elle sera moins que relative. Ça fait pas beaucoup. Oui, elle aurait pu être relative parce qu'aujourd'hui, avec les banques, on est tous d'accord que les banques ont accès à nos comptes bancaires et voient ce qu'on achète et ce qu'on vend et font leur job de nous contrôler. Même si on est d'accord ou pas, en lieu et place de la police. C'est la règle. Ah ouais. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez recevoir un appel de votre banque. Pourquoi vous avez fait ça? Ou pire, je ne vous ai pas laissé payer ce que vous êtes en train d'acheter. Et ça arrive. Parce qu'on fait ça pour votre bien, c'est la réglementation. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Et donc, ça va être exactement pareil pour l'euro numérique. Exactement pareil. Il n'y a rien de moins. Même risque, même règle va s'appliquer là-dedans, avec un niveau supérieur jusqu'à ce que même la Banque centrale ait certain accès sur nos transactions. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale ne voit rien de ce que nous on fait.
C'est que notre banque qui le fait. Ouais, puis c'est quand même un mélange des genres, parce que moi je veux bien rendre des comptes aux impôts, c'est normal, mais rendre des comptes à la banque centrale, c'est juste un super banquier. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, moi, de la banque centrale? Et lui aussi, il n'a pas besoin de cette donnée. Enfin, non, mais c'est pas son job, en fait. Faut pas confondre le juge, le policier et les impôts, quoi, c'est-à-dire le percepteur, avec le banquier du coin. Enfin, la banque centrale, c'est un épicier. C'est l'épicier en chef des épiciers. C'est un des éléments qui gênent aujourd'hui, c'est que la privacy, elle n'est pas du tout une priorité sur le sujet. Deuxième sujet, l'euro numérique, il sera un peu moins utile parce que par défaut, il ne sera pas programmable. C'est-à-dire que Fabio Panetta, qui avait dit une boutade, j'espère, que Bitcoin ne faisait que 7 transactions par jour. Et que lorsque vous achetez votre café, 7 transactions par jour. Et lorsque vous achetez votre café en Bitcoin, il sera froid avant que vous l'ayez bu. Vous tuez 3 Philippins à l'autre bout de la planète, c'est ça? Non, il a simplement, il est complètement inconscient de la capacité du réseau Bitcoin. Il connaît rien, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il connaît beaucoup de choses, mais je sais pas pourquoi. J'espère que c'était une boutade. Genre, peut-être qu'il voulait dire 700 000 transactions par jour, peut-être, je sais pas, sur Bitcoin. Mais en gros, Bitcoin peut faire jusqu'à 1 million de transactions par seconde avec Bitcoin Lightning aujourd'hui. Et lorsque j'étais en Australie en novembre dernier, pendant 2 semaines, tu te rappelles bien, j'ai vécu que avec Bitcoin Lightning et les transactions, c'était 700, 500 millisecondes. Donc même pas une seconde, voilà. On peut pas faire ça en Europe avec l'euro. Même pas avec le paiement instantané, c'est au moins 7 secondes, si c'est pas 2 jours, 4 jours. Donc Fabio Panetta, il est inconscient de la capacité réelle. Oui, quand je dis il connaît rien, c'est en crypto, enfin en Bitcoin. En revanche, avec l'euro numérique qu'ils veulent émettre, ils ont dit que la monnaie n'est jamais programmable. C'est une notion absurde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui sont d'accord avec lui ça va être compliqué, que c'est du coup. jamais... Ça n'a aucun sens de dire qu'une monnaie est programmable. D'ailleurs, il parle de monnaie... Ça va être compliqué, du coup, de faire une monnaie numérique, vraiment numérique. Il parle de transactions conditionnelles. Ils ont leurs termes, ils ont tout redéfini. Donc, ils disent que, de toute façon, une crypto-monnaie n'existe pas. Il n'y a que des crypto-actifs. De toute façon, on n'en a pas besoin. Il y a un euro numérique. Donc, c'est déjà un autre terme. La programmabilité de la monnaie n'existe pas. Il y a des conditions d'exécution. Il y a Orwell qui avait fait un bouquin là-dessus. C'est pas le ministère de la guerre, c'est le ministère de la paix. C'est pas c'est pas le ministère de la propagande, c'est le ministère de la vérité. Tout le monde sait. Mais... Alors là où il se fourvoie, là où la BCE se fourvoie, dire qu'une monnaie n'est jamais programmable, il a oublié qu'il y a quelque chose qui s'appelle la politique monétaire. C'est je programme l'émission monétaire, la circulation. C'est programmable. Tout à l'heure sur le marché obligataire. C'est programmable. Et d'ailleurs, ça a été fait. C'est-à-dire que s'il n'est pas au courant, ça a été déjà fait. Et c'est le but même de la monnaie fiat, de programmer la politique monétaire. C'est comme dire qu'on ne peut jamais voler, ça n'existe pas. Si on l'a fait, regarde, ça vole. Donc oui, Bitcoin, si, il a fait la monnaie programmable. Ethereum, si, il a fait une monnaie programmable. Si, ça existe. Ça n'a aucun sens. Non, ça ne vole pas, ça tombe lentement. Ouais, bon, voilà. Donc c'est un problème. Et donc, soit ils ont cette dichotomie de dire non, c'est des conditionnels. Donc là, l'euro numérique, il sera malheureusement très très faible en capacité de programmabilité. Ils ont des déclenchements par condition. C'est comme si je reçois une demande de paiement et si je l'accepte, ça déclenche un paiement. Sauf que ça existe déjà dans l'économie, dans mon industrie des paiements. Je t'envoie un payment request, une demande de paiement. C'est des nouveaux schemes. Une préautorisation avant la transaction. Alors, je ne parle pas de la préautorisation, c'est un nouveau scheme, c'est un nouveau moyen de méta-paiement, de dire j'envoie une demande de paiement à quelqu'un. S'il l'accepte, ça déclenche un push paiement, un virement instantané de son côté à moi, au lieu que ça soit un prélèvement. D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu, il y a eu des fraudes sur les prélèvements là récemment. On a pu frauder. Le problème des prélèvements, c'est que c'est le commerçant qui met sa main dans la poche du client pour prendre de l'argent. C'est pratique. Comme ça, il est confiant de lui donner le produit parce qu'il sait qu'il peut mettre la main dans la poche et prendre l'argent. Il y a eu là récemment encore de beaucoup de grandes fraudes sur les prélèvements. En revanche, on ne peut pas faire ce genre de fraude si c'était un virement. Si c'est moi qui mets la main dans ma poche et j'autorise. C'est Bitcoin qui fait ça, par exemple. Et donc, ils veulent reproduire ce schéma avec l'euro numérique. C'est un virement instantané, déclenché par une condition, mais ce n'est pas une programmabilité. Ce qui veut dire qu'il ne va pas circuler sur de la DeFi. L'euro numérique ne va pas venir circuler sur des blockchains. Mais ça sert à quoi, alors ? C'est très difficile de répondre à cette question. Très, très difficile. Ils n'ont pas la réponse. Ils ont une solution et ils cherchent un problème à résoudre. C'était leur critique de la blockchain. Comment ça, c'était leur critique ? Lorsqu'ils ont entendu parler de la blockchain, je lui ai dit, la blockchain est une solution qui cherche un problème. Et donc, ils sont tombés probablement dans leur piège actuellement. Ils ont dit que l'euro numérique doit servir pour le retail, ça veut dire pour Michel et Richard et les gens qui nous écoutent, mais pas vraiment pour les grandes entreprises. En priorité, ça va être pour les particuliers.
En revanche, la Banque de France, elle insiste qu'il y ait un vrai cas d'usage sur l'euro numérique du gros, donc entre les institutionnels. Mais la BCE, finalement, l'a refusé. La priorité, c'est pour les particuliers, parce qu'ils veulent avoir cet ancrage. Ils veulent concurrencer les cryptos. Ils veulent... Alors, c'est pas cashless society, non du tout. Ils veulent proposer un autre moyen que le cash papier, physique. Ils veulent que l'euro numérique soit... Ah, la cible du truc, là. L'euro numérique. L'euro numérique, c'est de concurrencer le cash. Donc, en gros, c'est de remplacer la baisse du cash. Ils veulent faire Twint en France. Je sais pas si tu connais Twint. Non. C'est un système suisse où tous les commerçants, les machins, ils font ça. T'es avec ton téléphone, tu scannes un QR code et pouf, ça envoie le paiement. Donc, comme ça, en fait, c'est vrai que les Suisses ont très peu de cash dans les poches parce qu'ils ont Twint. Est-ce que Twint, c'est de la monnaie banque centrale ou c'est de la monnaie commerciale des banques? Je sais pas. Moi, c'est branché sur mon compte bancaire et quand je fais très probablement, c'est de la monnaie commerciale. Pour acheter une saucisse, je fais piche et puis ça part tout de suite. Bah, ça sera Twint. Et j'ai ma saucisse de veau et voilà. Pour faire l'analogie, ça sera du Twint, mais avec de la monnaie banque centrale. Donc en gros, c'est ça la différence. D'ailleurs, Christine Lagarde, elle avait répondu une fois sur. Mais Twint, on a dit que ça, enfin, les paiements, c'est de l'instant payment. Oui, paiement instantané. On a dit que ça marchait pas à échelle ce truc. Parce que si. Ça coince largement avant Lightning. Oui, on peut pas tout. Actuellement, on peut pas tout twinter. Actuellement, dans l'industrie bancaire au monde, on peut pas transformer tous les paiements en paiement instantané. En revanche, on peut transformer 0,1% ou 1% en paiement instantané sans problème. Et donc l'adoption, elle est encore très faible. On n'est même pas encore dans les 1%. Donc ça va. Gadget, il y a de la marge. C'est un gadget. L'objectif, c'est que ça remplace les paiements classiques. C'est que ça remplace les paiements par Visa, Mastercard, carte bancaire. Mais les petits paiements, quoi. Les micro-paiements et même les grands. Parce que le plafond est actuellement 100 000 € avec un paiement instantané. Donc oui, l'objectif, c'est de remplacer la majorité des petits paiements. On n'en est pas encore là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans le circuit. Les demandes de paiement, les wallets. Tu sais bien qu'il y a eu un projet qui s'appelle EPI. Ils voulaient créer un scheme carte européen pour concurrencer Visa et Mastercard. Un peu 50 ans après Visa et Mastercard. Mastercard européen. On a voulu rattraper le retard européen. Alors pour certains, ils me rappellent que c'est pas un retard parce que l'Europe vient d'être construite, ça fait pas 50 ans, mais je parle juste de la date, moi, de Visa. Et donc ça a échoué actuellement, et c'est malheureux en plus. Ils auraient dû, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, je termine là-dessus, ils sont en train de travailler sur le wallet EPI, créer un scheme européen de paiement et le relier à la fois au paiement instantané, à la demande de paiement et à l'euro numérique. En gros, que ce wallet devienne le réceptacle, là où on stocke l'euro numérique. Voilà. Mais alors, il y a quand même un problème dans la logique, c'est que c'est pas du tout l'objectif c'est pas du tout l'usage des cryptos et de Bitcoin de faire du micro-paiement en Europe. Les gens ne s'en servent pas pour ça. Donc en fait, si je comprends bien, ils cherchent à résoudre un problème qui ne se pose pas avec les cryptos. Ils cherchent à résoudre un problème. C'est un problème de cashless. La baisse du cash déjà. Et donc la Banque centrale a un peu moins la main sur ce que les gens ont dans leur poche comme monnaie de banque centrale. Elle passe que par les intermédiaires régulés qui sont les banques. Et donc cette baisse-là baisse l'ancrage de la Banque centrale dans l'économie. Donc elle veut garder un ancrage fort pour dire les gens ont confiance en moi, en ma monnaie. D'ailleurs, ils la détiennent et ils l'utilisent pour leurs besoins quotidiens relativement faibles, jusqu'à 3 000 € par exemple comme plafond. Donc c'est utile. C'est quelque chose qui est vraiment utile pour la Banque centrale. En revanche, c'est vrai que ça ne vient pas remplacer ni Bitcoin, ni même les stablecoins dans les usages de ceux qui les détiennent. Ceux qui les détiennent, ils les détiennent d'un côté en tant que spéculation en réserve de valeur, et de l'autre côté comme moyen de paiement international. Ah bah, moi, je m'en sers tout le temps entre la France, la Suisse, le machin, le Congo, le truc, pour faire passer les machines de minage. Enfin, on voit bien avec Bitcoin, avec Guillaume. Ce serait Satoshi Nakamoto. Avec Guillaume, pour CleanSat Mining, le plus compliqué, c'était de sortir des banques pour l'argent, quoi, pour les invests. Et après, pif, paf, ouf, je te paye, je t'envoie, je te renvoie, et en 10 minutes, c'est réglé, quoi. Donc, si on devait faire tout ça avec les banques... Alors, pour que tu rigoles un peu plus, si tu veux faire ça un jour avec l'euro numérique, ça veut dire peut-être 2025, 26, 27, si tu veux le faire... Ah, mais c'est parce qu'ils font ça en 2026, l'euro numérique ? Ah oui, ils ont le temps, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune urgence d'aller plus vite. Okay. Il n'y a pas de menace de Bitcoin aujourd'hui pour eux, il n'y a pas de menace des stablecoins, parce qu'il y a la réglementation qui peut la ralentir. Il y a Mika, voilà. Mika okay. est leur ami. Donc, en gros, si tu veux le faire, tu serais limité à 3 000 €.
Donc, de toute façon, je ne sais pas si tu vas l'utiliser toi en tant que Richard, par exemple, ou peut-être tu vas l'avoir anecdotique. Bah non, 3 000 €, c'est même pas le SMIC en Suisse. Donc voilà, ça va être compliqué. La Suisse fera partie d'un... Alors, c'est vrai qu'on parle de la zone euro, mais ça sera utilisable à l'extérieur de la zone euro, par les citoyens européens et par certains pays. Bon, par exemple, on pourrait penser, je sais pas, à la Suisse, peut-être à l'Ukraine pour des raisons évidentes politiques aujourd'hui. Donc oui, et il y aura un waterfall, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu... je l'explique. Si ton compte qui ne doit contenir, qui ne peut contenir que 3 000 € baisse, et si tu reçois par exemple, tu as 2500 et tu reçois 1 000 €, bah 500 tombera en tant que monnaie numérique, euro numérique, et les autres 500 seront transformés en monnaie électronique sur ton compte bancaire qui n'est pas ton wallet euro numérique. Attends, c'est quoi de l'euro électronique? Ah oui, bah, de toute façon, faut tout expliquer aux gens. Hein. Il y a l'euro numérique, il y a l'euro électronique, et à ma banque, c'est quoi? On est censé avoir 1 euro point barre. Sauf qu'actuellement, il est vrai qu'on a des pièces de monnaie euro, on a des papiers monnaie euro, 10, 20, 50, 100, 500, etc. 200 aussi. Donc on a ces pièces, ça c'est des monnaies banque centrale. On a de la monnaie électronique, c'est la monnaie qui se trouve à la banque, c'est votre compte bancaire, c'est une monnaie privée. Donc à la banque, c'est de la monnaie, c'est l'euro électronique. C'est un euro électronique. C'est comme ça qu'il est appelé. Émis par privé, parce qu'il n'appartient que à la Société Géniale ou au crédit. Au créancier lyonnais. Créancier lyonnais. Donc c'est leur monnaie, c'est leur Monopoly. Si on joue au Monopoly, c'est leur monnaie. Alors c'est pas du vrai euro, mais il est garanti. D'accord. C'est ce que Christine Lagarde avait rappelé la dernière fois lorsqu'on lui a dit mais moi j'ai déjà l'euro numérique là. Elle a dit non, c'est du faux, ça c'est du privé, mais il est garanti, mais il est privé. Donc si la banque a un problème, elle a fermé pour une raison X ou Y comme au Liban ou en Chypre, bah c'est privé, c'est elle a fermé. Et Joe Biden viendra dire on va garantir tout ou pas. Donc il faut voir en Europe si on garantit tout ou pas aussi. Donc c'est ça, et il y aura maintenant en plus une autre poche qui s'appellera l'euro numérique, qui est censé être détenue monnaie banque centrale par dans toi, un wallet. Mais elle est contrôlée par ta banque. C'est-à-dire qu'elle peut la fermer aussi. La banque peut fermer mon compte à la banque centrale? On verra ça après, comment le Parlement va prendre ça, encadrer sa distribution et ses règles. Mais il faut avoir cette poche en plus. Non, mais si c'est de la monnaie banque centrale, elle n'a rien à voir avec ma banque. Ah si. Je peux ne pas avoir de banque d'ailleurs, puisque c'est de la monnaie banque centrale. C'est théoriquement vrai, mais pratiquement un problème pour la Banque centrale si elle veut concurrencer les banques. Si elle fait ça, ça déjà, là, je dis ça à ceux qui ne le savent pas encore, mais en gros, les banques centrales, elles ne peuvent pas venir concurrencer les banques, sinon elles peuvent faire effondrer toute la politique monétaire et les crédits. C'est-à-dire que si l'argent va sortir des banques pour aller à la Banque centrale, les banques pourront plus donner du crédit, et ça va faire en gros effondrer carrément l'économie. Les crédits font les dépôts. Oui, mais ça veut dire que cette construction d'euro numérique, c'est un gadget en fait. Parce que tu vas avoir le droit de faire joujou avec ton voisin quand tu lui achètes des œufs et que je te file de 5 balles, ou acheter ma saucisse de veau à la kermesse de la petite, ok, pas de problème. Mais au-delà, ça c'est du gadget. Enfin, je veux dire, ça se passe pas là, l'économie. Au début, oui, ça sera à 100% un gadget. Donc je mâche pas mes mots. Mais en revanche, ils ont besoin de cet outil pour qu'il devienne une arme un jour. Alors l'arme, ça veut dire quoi? Ça veut dire politique monétaire, instantanée. Aujourd'hui, lorsque la Banque centrale met en place une politique monétaire, les effets, ça prend à peu près 18 mois. Il faut que ça se diffuse, il faut que les banques les mettent en place. Alors qu'en revanche, avec un euro numérique, mais pas avec les limites de 3000, parce que là, ça vaut rien, mais plus élargie, elle peut être instantanée. Ah oui, mais si tu élargis la limite de 3000, les capitaux fuient des banques commerciales vers ces comptes-là. C'est pour ça si moi je dois avoir de l'euro, je le mets à la banque centrale, quitte à... Voilà. Donc ça marche pas. Tu fais ça, tu écroules le système. Alors c'est quoi le trick, l'astuce pour avoir le truc, c'est qu'ils doivent trouver encore un modèle économique entre la banque centrale et la banque pour que ça soit rentable pour la banque d'accepter de le distribuer sans le posséder, mais que toi, après, tu le redélègues à la banque, tu le redéposes à la banque. C'est comme si on parlait de déposer ses cryptos chez Binance. Dire, moi, j'ai acheté du Bitcoin, mais il est pas avec moi, j'ai même pas les clés. C'est plus du Bitcoin. Il est chez Binance. Mais c'est plus du Bitcoin. Alors, chez Binance. C'est du Bitcoin. Alors, n'importe quelle crypto-monnaie, chez n'importe quel exchange, pour ne pas parler de Binance, en plus, c'est des amis chez Binance. Donc, chez n'importe qui, si je dis que je ne suis pas l'hébergeur moi-même sur ma clé Ledger ou sur ma propre clé, mais Bitcoin, not your keys, not your crypto, ça va être la même chose. Donc, en gros, l'euro numérique
À un moment, il y aura une incentive pour... Ça redevient de l'euro électronique. En vrai. Je dis oui, mais il aura changé la nature de la monnaie. Mais bon. Il aura changé la nature de la monnaie? Oui, ça ne sera plus une monnaie privée. Elle sera une monnaie centrale, détenue pour toi. Par des exchanges. Par des Les banques. banques vont devenir des banques. exchanges, en fait. Bon, en 2000... La banque devient l'exchange de la banque centrale? En 2014, j'ai donné une conférence dans laquelle j'ai dit exactement ça. Les banques vont devenir des registrars. Comme il y a des registrars des noms de domaine, ça veut dire que le nom de domaine ne t'appartient pas. Il appartient à celui qui tu l'as vendu un peu. Bah, ça va être à peu près la même chose sur des crypto-monnaies de demain, donc l'euro numérique. Et comment elle distribue le crédit, du coup, la banque commerciale? Bah, si elle possède les dépôts, elle pourra continuer à émettre des crédits. Donc elle va émettre de la donc banque on va lui centrale, déléguer. de la monnaie banque centrale. Donc en fait, nous, on va lui déléguer. Enfin, là, je parle, l'avenir, c'est pas encore ce qui est dans les boîtes. Hein. C'est les perspectives, parce que les perspectives sont énormes. Il faut trouver un business model pour les banques pour commercialiser un euro numérique. Dans ces business models, il y en a plein. Il y en a un, c'est de dire, je délègue le dépôt pour qu'elle fructifie cet argent, elle me donnera un taux d'intérêt. Est-ce que c'est faux si je résume les choses en disant, en fait, la BCE nationalise les banques de fait et les transforme en succursales pour gérer leurs trucs? Non, mais en vrai, tout un peu. Parce que ce qui est en train de se pasc'est, et là, d'un point de vue macroéconomique, on dit toujours, ah, les banques s'effondrent, parce qu'on en voit une toutes les semaines là qui part en quenouille. C'est vrai, mais ça inquiète personne là-haut, parce qu'en réalité, c'est pas très grave, entre guillemets. C'est-à-dire que du point de vue de Jérôme Powell ou de Joe Biden, ils disent, bon, ouais, tous les petits machins, les banques, la banque du Cantal, la banque d'Alsace, la banque machin, enfin, tous les petits zigouigouis. On couvre tout. On dégage, ouais. Ça crève, on s'en fout. On couvre les dépôts et on dégage le tissu bancaire régional. Oui. Et aux États-Unis, c'est ça. La banque de Kansas City, bon, ça les grands viennent, prennent. Ça veut dire que les grands, tout ça, ça remonte aux grands. Mais en fait, les grands, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus libres de faire la politique commerciale qu'ils le souhaitent. En plus, ils font joujou avec des produits dérivés à travers toute la planète. Donc, ils sont de fait backés par le pouvoir politique. Et aujourd'hui, la politique de la banque, de n'importe quelle banque, je ne vais pas donner de nom, elle est dictée par la BCE. Oui, il y a une fossilisation un peu du tissu bancaire. En fait, c'est Christine Lagarde, Powell qui disent bah toi tu fais ça et il le fait. Au moins à 40%. C'est une nationalisation de fait. Au moins à 40% par le poids des réglementations sur les banques. Donc ça veut dire que les banques commerciales se fonctionnarisent. Elles se fonctionnarisent. En partie, oui. Mais oui, mais le problème de ça, on en parlait au début de l'interview, c'est que si tu fonctionnarises les banques et que tu as tué le tissu local, ça veut dire que plus personne est capable de savoir à qui on prête le pognon. Et on va processer, c'est-à-dire que le banquier local, typiquement, il est là, on dit, bon, il veut prêter à Gérard, parce que Gérard, il veut faire une laiterie, et puis la laiterie, puis je connais, parce qu'il met la maison de la Germaine en garantie. Donc, le banquier local, il a la connaissance de tout ça, et il sait si ça a du sens ou pas. On va pas lui vendre un abri, un mouton en plein Paris. Ben, s'il veut dire, non, mais ça marche pas, votre il va dire, voilà. Mais à l'échelle de New York, pour si on prend les États-Unis, si ça dérive sur tout le pays, ça veut dire qu'on pourrait très bien tout processer et tuer toute intelligence au niveau du tissu économique local. Ou proche. Donc ça veut dire qu'on soviétise l'économie. On dit bah combien de tonnes de blé, combien de tonnes de chaussures, combien de tonnes de... Puis on voit les résultats que ça a eu. La nature a horreur du vide. C'est pour ça qu'il y a des fintechs qui se créent. C'est pour ça que la révolution crypto, le DeFi, il est en train d'arriver. C'est pour remplacer ce vide-là. Ce vide-là, c'est créé. Enfin, ce vide-là, c'est pas seulement un vide. C'est un vide, c'est parfois un problème aussi. Donc ça crée des problèmes. Non seulement c'est un vide. Et c'est pour ça qu'on a créé la révolution Bitcoin, blockchain, la DeFi, pour venir remplir ce vide et donner des solutions alternatives. Le problème, c'est que la réglementation, elle vient s'imposer à ça pour le bloquer aussi, pour lui mettre aussi des bâtons dans les roues. Alors qu'il faut le laisser se développer, quitte à ce que les banques l'adoptent. Ce qui n'est pas le cas malheureusement encore aujourd'hui. Mais après, c'est ce que disait Marx, parce que ça, ce qu'on est en train de décrire, c'est que d'un côté, il y a ce qu'on appelle la superstructure, donc l'administration, le pouvoir politique, la justice, Christine Lagarde, tout ce bazar-là, tout ce bloc. Et puis, en dessous, il y a l'infrastructure, à savoir les gens qui bossent, qui sont au contact de la réalité, et qui disent, bah ouais, non, mais un rond dans un carré, vous allez beau me faire autant de serfa que vous voulez, ça rentre pas. Je fais autre chose. Ouais, je bouge et je fais autre chose. Et Marx disait, l'infrastructure s'adapte toujours à la réalité, parce qu'elle est à son contact, hein, donc il n'y a pas le choix. Et une fois qu'elle s'est trop déplacée, bah, c'est comme le bip bip et le coyote, la superstructure a les pieds dans le vide et elle doit bouger. Et elle tombe. Ah non, elle doit bouger. Ou elle bouge. Elle n'a pas le choix. Quand ça bouge, c'est bien. Quand ça tombe, c'est plus grave. Et c'est pour ça qu'on est en retard en Europe. Elle bouge pas assez vite.
Mais là, ce qu'on raconte, c'est que l'infrastructure, la superstructure part de l'autre côté, en fait. Elle freine. Elle n'avance pas dans le bon sens. Et tous les petits pas qu'on voit par des grandes banques françaises comme la Société Générale qui disent qu'ils ont lancé un stablecoin euro, par exemple, c'est un pas dans le bon sens, mais c'est pas suffisant. C'est très, très insuffisant en termes d'adoption. Il faudrait qu'on arrive à voir en Europe des banques, surtout en France, qui permettent aux gens d'avoir des vrais comptes en crypto, qui aident les gens, qui même les accompagnent à vraiment détenir eux-mêmes leur crypto, parce que c'est un actif. Et c'est un service que les banques peuvent offrir. Et les banques qui vont réussir à le faire avant les autres vont gagner un grand part de marché. En plus, ça devient réglementé aujourd'hui. Alors par contre, il y a quand même quelque chose qui est important, et c'est le problème de Bitcoin, c'est le même problème qu'avec l'or, c'est que Bitcoin n'est pas leveragé. C'est-à-dire que quand tu empruntes à une banque commerciale, elle peut faire du leverage. Et elle peut te prêter l'argent que tu créeras plus tard. Et puis c'est le Michel du futur qui te devra l'argent. Et ça, beaucoup de gens disent Ponzi, machin, mais c'est une connerie. Non, c'est très utile et ça marche, on en a parlé au début. Si les banques se mettent à stacker du Bitcoin pour le prêter, ça veut dire que tu tues ce qui a fait toute la richesse de l'Occident dans les 2 derniers siècles, à savoir les métiers de la finance et de la banque. Et déleverager l'économie, ça veut dire qu'on est tous plus pauvres. Alors on s'en sort, une croissance moins rapide. C'est pas une fatalité. C'est-à-dire que si une banque dit je vais aider les gens à acheter et à vendre de la crypto, même si je vais leur proposer un service de les staker chez moi avec un taux d'intérêt, elle fait son métier, elle fait vraiment son job. Elle va prendre cet argent, elle va le faire fructifier, elle va donner une part de taux d'intérêt à son client, exactement comme elle le fait avec des actions, exactement comme elle le fait avec mais qui prête à Gaston qui veut faire sa laiterie dans le village? Mais on va pas tout remplacer avec du Bitcoin. C'est-à-dire que la banque ne va pas abolir l'euro et toutes les autres monnaies et garder tout en Bitcoin, donc du coup on peut plus faire du leverage. Au contraire, elle pourra continuer à faire du leverage. D'ailleurs, il y a toute la DeFi qui est pleine de leverage, comme tu l'aimes bien. Ah non, c'est tout collatéralisé. C'est pas leveragé. Je parle pas des stablecoins. Enfin, en termes de financier, dans la DeFi, tu n'as pas de prêt comme le prêt bancaire parce qu'il n'y a rien de créé. Le prêt bancaire, c'est la création monétaire. Le prêt bancaire, c'est la création monétaire. Et dans la DeFi, il n'y a aucune création monétaire. Et c'est exactement ce que la BCE veut garantir pour les banques. C'est-à-dire que la BCE veut garantir que les banques ont suffisamment de liquidités pour pouvoir continuer à émettre des crédits et à aider l'économie. On a besoin des deux. On a besoin de monnaie stable en termes de pouvoir d'achat sur laquelle on ne fait pas du leverage. On a besoin du leverage pour faire bouger les choses. On a besoin des règles, on a besoin du chaos. On a besoin des choses fixes comme repères et on a besoin de mouvements et de chaos. On a besoin des deux. Et ouais, donc toi tu penses que on est quand même, mais il faut pas vivre que avec du chaos, il faut pas vivre que avec du leverage. Ah bon non, sinon c'est le bazar. Chacun fait ce qu'on veut. Il y a plus d'organisation sociale. Mais donc en fait ce que tu dis c'est que les gars, c'est quand même pas perdu d'avance qu'ils redeviennent pas un peu intelligents vis-à-vis de remettre en fait, qu'il y ait un upgrade technologique de l'or et de la monnaie fiat avec des technologies blockchain, donc Bitcoin et puis je sais pas quoi là, qui n'existe pas encore. Ça, on peut encore l'espérer que ça se fasse de façon intelligente. Ce qu'il manque, c'est encore beaucoup de formation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis pas seul, on en est nombreux dans l'écosystème blockchain et crypto à former les entreprises. Et c'est encore une fois une des remarques que j'ai vues dans tous les salons, tous les événements blockchain que j'ai fait de là récemment. Par exemple, il y avait Auxerre, il y avait Lyon, il y avait Lille, à Paris aussi. Maintenant, on a une formation, la DeFi de A à Z. J'ai vu que vous l'avez annoncé. Voilà. Et donc, ce sont ce genre de formation, et même encore plus profondément, fondamentalement, sur le fonctionnement de Bitcoin, sur la blockchain, sur les cas d'usage, sur le potentiel, sur la sécurité, sur la conformité. C'est ce genre de formation que les entreprises ont encore beaucoup besoin. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas avec qui faire. Et notre écosystème, il est actuellement beaucoup dans l'entre-soi. Je vais inventer la nouvelle crypto-monnaie, c'est la majorité, c'est la logique des gens. Je vais inventer la crypto-monnaie ou le NFT ou le je ne sais pas quoi dans la DeFi qui va changer le monde, sauf que personne n'est en train d'utiliser, ou très peu, et c'est vraiment dans un circuit très fermé. Malheureusement, il faut que l'écosystème s'ouvre aussi aux entreprises. Ils ne sont pas les ennemis, ils sont au contraire les accélérateurs de l'adoption. Et ça passe par les formations. Justement, là-dessus, moi, il y a un phénomène qui m'intrigue hautement, et je vais t'en parler.
En fait, aujourd'hui, la technologie avance plus vite que l'adoption parce que quelque part, l'adoption, c'est la capacité d'absorption des cerveaux humains collectivisés, enfin, tu vois, dans leur ensemble, alors que la techno, c'est des uluberlus, des trifons tournesols qui inventent des trucs. Et j'ai un nouveau protocole et ils partent tout seuls et tout seuls ils vont beaucoup plus vite. Mais en fait, avant la techno, on n'inventait pas les cieux tous les jours quand même. Tu vois, on pouvait souffler entre l'invention de l'UFE et de l'écriture. Et ça enlève de la crédibilité aussi. Le truc, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je vois l'évolution depuis, c'est une accélération constante. Et quand je vois ce qu'on est en train de préparer avec les copains, je me dis mais, enfin. Est-ce que la techno va pas définitivement plus vite que la capacité d'absorption des Non, c'est la maturité. C'est la maturité. Aujourd'hui, si on remet ça dans le temps, dans une ligne temporale, comme ça, timeline, en 2009-2008, ça a commencé, c'est la genèse avec Bitcoin, avec Satoshi Nakamoto. On a passé 2011-2013 les $1 pour un Bitcoin, puis après plus, etc., jusqu'à ce que 2015 Ethereum, Turing Complete arrive. En 2022, c'était une année pivot dans l'histoire de la blockchain. C'est une année dans laquelle on peut dire qu'on a quasiment terminé la ruée vers l'or, absurde, la ruée vers l'or, comment dirais-je, complètement aveugle, chaotique, on dépense à l'infini sans vraiment mesurer ce qu'on est en train de faire pour tester, pour apprendre, pour faire mûrir les choses. Et à partir de 2022, on a commencé... Bulle, quoi, l'euphorie, quoi. Moi, j'appelle ça la ruée vers l'or. Je vais devenir riche. En fait, je vais bosser toute la journée pour sortir un peu d'or. On en reparlera de ça après. Mais donc, en gros, on a terminé la ruée vers l'or en 2022. Et depuis 2022... on est en 2023, pour ceux qui nous regardent la vidéo plus tard, on a commencé une phase de structuration. Structuration, c'est une phase difficile. Elle passe par de la réglementation, elle passe par le robinet de l'argent n'est pas aussi ouvert comme il était avant. Ça passe aussi par des faillites, ça passe aussi par des fusions, des rachats. Alors ça, on l'a vu dans toute l'économie, tout le temps. Donc c'est un schéma. Ouais, comme en 2000 avec la... Même ChatGPT a appris ce schéma comme nous on l'a appris. Comme Internet en 2000. Comme Internet. C'est pour ça on dit souvent on est en 98 avec la crypto, c'est pas déconnant. Et donc ce qui est en train de se passer actuellement dans l'industrie, c'est que tous ces projets fous et farfelus, il y en a certains qui vont continuer, ils vont mourir probablement vite, mais il y aura beaucoup de structuration, il y aura beaucoup de fusion de projets, surtout d'adoption. C'est pour ça que c'est critique ce moment-là. Ce moment-là, si on n'arrive pas dans l'écosystème à rentrer dans les entreprises, à résoudre des solutions, des problèmes de l'économie réelle, à être adopté comme une solution mature, la révolution aura loupé sa destinée à la rigueur. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul à le dire, il y en a certains, comme le président de CoinHouse ou de Ledger, qui l'avait dit, on commence à manquer de crédibilité dans l'écosystème. C'est-à-dire que le système, il est vu de l'extérieur. Moi, je suis de l'intérieur, heureusement, mais je suis aussi de l'extérieur. Il est vu comme, il y a beaucoup d'entre-soi. Et ça règle quoi encore dans l'économie qu'il est adopté dans l'économie réelle. Alors que le potentiel, il est infini dans les cas d'usage, que ce soit dans le gouvernement, dans les systèmes de vote, dans la traçabilité, dans la gestion d'identité, dans la privacy, dans les paiements, dans l'automatisation, dans tout ce qu'on veut. C'est Internet 3.0, plus 5.0 pour certains. Et donc, il faut vraiment le mettre dans les entreprises. C'est ce que tu commences aussi, toi, à faire dans certains projets, ce que moi, je fais auprès des entreprises. Mais c'est le moment pivot. Donc, moi, j'enseigne aussi dans des universités. Donc, à part la Sorbonne, j'enseigne aussi à le SME. C'est une école d'ingénieurs, grande école d'ingénieurs de cybersécurité. Donc, lorsque tu enseignes à des ingénieurs en cybersécurité, la blockchain et ils connaissent pas grand-chose d'abord du sujet, ils ne voient que de la spéculation, ils ont déjà acheté un peu de crypto, vendu un peu de crypto, certains ont gagné, d'autres ont perdu, c'est tout ce qu'ils ont vu. Mais lorsqu'on commence avec eux à comprendre comment c'est fait, lorsqu'on refait Bitcoin de zéro, lorsqu'on même joue sur la preuve de travail pour la rendre en tant qu'horloge réelle d'Internet, on la transforme en précision, ils maîtrisent la technologie, ils comprennent son potentiel. Lorsqu'on étudie avec eux les cas d'usage, ils commencent à se projeter avec des projets. C'est ce genre de génération-là qui va rentrer dans les entreprises. Ça prendra encore quelques années pour que, les anciens partent ou sortent en retraite ou ne sont plus dans la décision finale. Ils meurent, quoi. Non, pas vraiment. Au niveau des organisations, ils disparaissent dans les organisations. Tous ceux qui ne maîtrisent pas la techno, qui ne sont pas formés à la techno, lorsqu'ils ont la décision, ils vont bloquer. Lorsqu'ils seront remplacés par des nouveaux jeunes qui ont compris le potentiel,
eux, ils prendront leur courage en main et ils testeront. Et c'est ça le moment critique. On est en train d'inventer qui arrive. Enfin, tu vois, je me dis... Tu peux pas parler maintenant, tu as dit, c'est ça? Hein? Tu peux pas en parler maintenant de ce que tu as en train de faire. Ouais, non, mais c'est même pas ça, mais genre, quand tu regardes la progression de la techno, tu te dis, bah ouais, mais s'il faut attendre 10 ans, dans 10 ans, ouf. À un moment, je discutais avec un élève. On a attendu 10 ans pour Internet. Disait, nous, on va se mettre à la crypto pour faire simple, et du coup, je prévois pour 2025 d'avoir des locaux. Genre, c'est loin pourtant. 2025, c'est le turfu, hein, c'est dans 1 an et demi. D'ici là, tu vois, il y a vraiment. Je me dis que en fait, le fossé se creuse entre. La maturité prendra son temps. Aujourd'hui, le potentiel est là. Les proof of concept, on a fait des preuves que c'est faisable. Les tests de faisabilité ont été faits. Maintenant, c'est l'adoption qui doit commencer. Avec Guillaume, on monte des boîtes, on se préoccupe même plus de la banque. On monte des boîtes, puis il n'y a pas de banque. C'est un cas d'usage. Ça va vachement plus vite. La partie banque, c'est un cas d'usage. Alors, pour les bitcoins maximalistes, ils ne veulent pas le voir. Mais la blockchain, elle a beaucoup de cas d'usage. Et c'est maintenant le moment de les adopter. Sauf qu'on ne pourra pas les adopter sans formation. Parce que si l'entreprise va te dire, tu vas venir, tu vas faire ton pitch, ils vont te regarder comme ça. Ouais, bah reviens dans 10 ans parce que j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il dit Voilà. Si eux n'ont pas les éléments de langage, si eux n'ont pas les fondamentaux pour pouvoir s'intégrer avec toi ou intégrer ta solution ou l'utiliser, tu ne seras pas adopté. Ah ouais, non mais... Ouais. Donc, il faut vraiment mettre maintenant le poids beaucoup sur les formations. Merci beaucoup, Michel. Allez, au plaisir. Un plaisir. À bientôt.